Bonjour et un grand merci pour l'invitation. C'est un véritable honneur pour être au Collège de France et de vous voir tous. Et donc, juste pour présenter rapidement, parce que effectivement, je suis CNRS, je travaille depuis presque 20 ans maintenant en Asie du Sud-Est, et puis depuis un peu moins de 3 ans, avec le CNRS qui m'a fait un peu l'honneur de créer une nouvelle unité de recherche internationale qui associe le CNRS et 2 universités en Thaïlande, à Bangkok. Université Kasetsart Université, qui est plus une université agronomie, foresterie et vétérinaire. Donc je suis prof justement dans une faculté de médecine vétérinaire, je ne suis pas vétérinaire. Et l'université de Maïdol, qui est une université plutôt généraliste, mais très spécialisée aussi en sciences et en médecine. Et je suis prof à la faculté de médecine tropicale. Et je ne suis pas médecin. Donc, ça prouve que finalement, il y a un certain degré d'ouverture des Thaïlandais pour intégrer vraiment l'écologie dans des problèmes justement de santé publique ou de santé vétérinaire, quoi. Donc voilà. Donc, et juste cette unité s'appelle HealthDeep. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire santé, écologie de la santé, écologie de la transmission et surtout les politiques publiques qu'on étudie. Vous verrez bien, aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu ce partage. Je vais peut-être mettre mon temps parce que je suis très bavard, donc il faut que je fasse attention quand même. Et donc, je vais essayer de vous emmener aujourd'hui à plusieurs niveaux. Premièrement, on va avoir un peu de façon globale. J'utilise beaucoup de données, je suis assez basé sur les données, pour vous montrer que ça va mal. Bon, ça, je pense que rien de nouveau, mais on les verra un petit peu plus, ces relations-là. Le deuxième, finalement, on parle beaucoup du One Health. Qu'est-ce que c'est? Ses origines et jusqu'à maintenant, et notamment parce que j'ai la chance de faire partie du panel d'experts, enfin, ce qu'on appelle d'experts de haut niveau sur le One Health, et la définition de l'approche One Health que nous avons donnée, pour aller finalement, en dernière partie, sur les solutions. Alors, pas des solutions inspirées par la nature, mais des solutions beaucoup plus, comme Claude a pu vous les présenter, mais plus des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire notamment sur les écosystèmes et sur les gens. Donc voilà. Généralement, donc je commençais un peu avant, là, et puis il faut juste rappeler, ça fait que 6 ans, un peu plus de 6 ans que quelque chose avait émergé à Wuhan. C'était quand même assez important. C'est toujours pas vraiment l'origine, même si on sait que le virus était vraiment bien originellement sorti d'une chauve-souris. Après, comment on est allé sur les humains, comment ils sont faits, mais surtout de penser que finalement, c'est la rapidité que ça puisse faire, quoi. Et le fait aussi de la réponse très forte qui a été faite par les gouvernements. Moi, je me rappellerai toujours, quand moi j'étais à Bangkok, Bangkok, c'est la taille de la Thaïlande, c'est la taille de la France. Enfin, la Thaïlande, c'est la taille de la France. Le même nombre de personnes. On avait 2 millions de Chinois qui étaient en vacances pendant cette période-là. On était sous pollution. Ça aurait dû exploser. Ça n'a pas explosé. Et j'étais bien content d'être, pendant toute la pandémie, être en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, spécialement parce qu'on n'était pas enfermés. Mais pourquoi, et on va essayer de le voir un peu tout à l'heure, c'est finalement le trust, comment traduire ça en français, donc le fait qu'il y a une forte communication entre des volontaires villageois de la santé, le ministère de la Santé. Donc le ministère de la Santé fait confiance aux gens et les gens font confiance au ministère de la Santé. Ce n'est pas réduit par des trucs, on n'était pas contrôlé par la police. Il faut savoir, donc, Thaïlande, même taille que la France, même nombre d'habitants, mais il y a 1 million de volontaires de la santé villageoise, et qui est dans les petites villes, qui font le lien directement entre le dispensaire et leur communauté. Notamment pour les aspects de dengue, c'est notamment eux que quand il y a des cas de dengue dans le village ou dans la petite ville, qui sont chargés de pouvoir réapprendre aux gens, dire attention, faites attention aux petits pots, regardez s'il y a des larves de moustiques, recontrôlez, protégez-vous, tout un ensemble aussi de pratiques de prévention, je dirais, communautaires associées à la dengue et à d'autres systèmes. Mais l'autre côté, c'est, alors je m'excuse, j'ai gardé tous les titres
en anglais. Donc j'y ai pensé juste ce matin, un peu trop tard, qu'il aurait fallu que je vous les traduise. Je m'en excuse, mais j'ai pas mis beaucoup de texte. Puis ça se comprend. Donc finalement, de dire que c'est pas nouveau sous le soleil et que finalement on est depuis plusieurs décennies en face d'une épidémie d'épidémies. Et donc j'ai repris un peu les données issues à la fois de la santé publique sur les maladies zoonotiques ou les maladies vectorielles. Et on voit qu'on a une augmentation vraiment très importante de ces maladies, de ces épidémies touchant les humains. Mais si on regarde du côté animal, il y a une augmentation très forte aussi du nombre d'épidémies qui touchent le secteur, je dirais, de l'élevage. Et si on regarde les animaux sauvages, on a aussi une augmentation assez considérable, de plus en plus considérable, du nombre de maladies infectieuses touchant les animaux sauvages. Pensons par exemple à l'épidémie de grippe aviaire et notamment le fait que le virus soit passé dans les Amériques avec les millions d'oiseaux et d'animaux sauvages qui ont été tués par ce virus. Si on regarde les plantes, on a aussi la même chose avec une augmentation assez importante, même si les données sont un peu plus difficiles à récupérer sur les maladies associées aux plantes, puis surtout les maladies fongiques, très claires. Et en parlant des maladies fongiques, c'est le cas avec des émergences alors qui sont restées sur les animaux sauvages, mais aussi bien les chauves-souris que les grenouilles, les amphibiens. On a eu des mortalités, on a des espèces qui ont disparu. C'est la première fois qu'on voit qu'une émergence de maladie d'un fongique a fait éteindre des amphibiens, donc dans la partie Amérique centrale, et avec des conséquences importantes, des articles qui sont sortis assez récemment, qui montrent que la diminution et la disparition de ces amphibiens sont associés avec une augmentation des cas de malaria en Amérique du Sud, essentiellement parce que les larves de têtards, ils mangent les moustiques, les larves de moustiques, et donc finalement c'est cette conséquence-là. Ou de l'autre côté, avec une augmentation à cause de ce qui se passe sur les diminutions des chauves-souris, alors plus en Amérique du Nord, avec une augmentation des problèmes d'intoxication par les pesticides des enfants. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les chauves-souris mangent les insectes, et à partir de là, les fermiers n'ayant plus cette santé ont augmenté les doses d'insecticides, de pesticides, qui ont des effets directement sur les enfants. Donc on voit cette connexion qui peut se faire assez rapidement. Changement climatique ou dérèglement climatique, comme on peut dire. En fait, c'est aussi ça un peu plus sensible que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement que l'augmentation de la température ou l'augmentation de la pluviométrie, mais c'est tout un ensemble de facteurs climatiques qui sont associés au dérèglement. Et donc on avait travaillé, donc je vous ai mis cette figure essentiellement pour montrer, on avait travaillé avec des collègues qui étaient d'Angleterre sur une grosse base de données, donc sur un ensemble assez important de maladies infectieuses. On a utilisé plusieurs informations. On a travaillé plutôt sur les pathogènes humains et animaux domestiques, c'est-à-dire vraiment zoonotiques, et on arrive à montrer que c'est au moins 40% de ces pathogènes, donc qui donnent des maladies infectieuses zoonotiques, qui sont sensibles à au moins un paramètre climatique, et pour beaucoup à plusieurs paramètres climatiques, donc qui sont un peu associés, qui vont évidemment température et pluviométrie, mais on peut avoir aussi l'humidité relative, et qui sont assez importantes quand on a des épisodes assez importants de forte pluviométrie dans les sols ou de fort stress hydrique. Tout ça, on commence aussi à avoir des études plutôt basées sur des données qui nous montrent les effets de ces changements climatiques sur les modifications d'aires de répartition des espèces, qui finalement mettent en contact des espèces avec des virus qui bougent en même temps, et donc finalement des effets potentiels importants en termes d'évolution des zoonoses, d'apparition, d'émergence de nouvelles zoonoses. Alors plus c'est rouge, plus c'est fort, et vous voyez bien qu'on retrouve l'endroit où je travaille en Asie du Sud-Est, mais on le retrouvera particulièrement, il ressort souvent, mais il y a d'autres régions qui commencent à sortir de manière importante. Les facteurs, je ne vais pas prendre tous les facteurs qui sont importants, mais je mettrai finalement quelques facteurs qui sont les plus importants dans cette classification. Un qu'on oublie toujours et qu'on oublie, c'est finalement les animaux domestiques d'élevage, qui sont
le principal composant. Alors pourquoi? D'une part, quand on regarde d'un point de vue évolutif, si on regarde le temps de domestication, les domestications de tous ces animaux qui sont vécus avec nous, ça a commencé avec le chien il y a un peu plus de 17 000 ans, mais c'est surtout avec la révolution néolithique que ça démarre. Et là, on a une très bonne corrélation entre le temps de domestication d'un animal et le nombre de maladies zoonotiques qu'il partage. Le chien était le meilleur, après c'est la vache, après on descend, quoi. Et on a la même chose avec les oiseaux domestiques, avec le poulet qui a été domestiqué il y a 7500 ans à peu près, quoi. Donc si on regarde les données sont aussi un peu très claires au niveau, alors là c'est les données de la FAO, de l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation, et on voit l'augmentation des densités d'animaux sur la Terre, quoi. Si on reprend les vaches, on les estimait à 600 millions, il y avait en 1960, on a dépassé le milliard 600 millions de vaches. Les poulets, on a dépassé les 30 milliards. Les cochons, on avait atteint presque les 1 milliard 600 millions. On est redescendu à cause d'une maladie non zoonotique, la peste porcine africaine, qui a décimé les élevages tout en Asie. Mais là, finalement, ça redémarre et on va retrouver les données d'antan. Et vous voyez aussi des aspects très importants. Alors moi, je vais en Bretagne, enfin, je suis breton, et vous voyez que c'est rouge partout pour tous ces animaux-là. Mais si on est en Asie, on s'aperçoit aussi que c'est assez rouge pour les différents types de ces animaux les plus constants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde un peu ça, deux choses. Premièrement, on ne devrait pas dire que c'est une planète dominée par les humains, mais c'est une planète dominée par les vaches et les poules. Donc le poids des vaches sur la planète, c'est plus important que le poids des êtres humains. Et si on prend finalement tout l'ensemble des êtres humains et de leurs animaux domestiques, ça représente 97% de la biomasse des animaux vertébrés terrestres. Si on regarde les oiseaux en nombre, c'est là qu'on a un peu plus de données. Je vous parlais des poulets qui ont dépassé les 30 milliards en 2020. Si on regarde les oiseaux sauvages, on a en 1997, leur nombre était estimé à 400 milliards. En 2020, leur nombre estimé à 50 milliards. Donc très prochainement, il y aura plus de poulets sur la planète que tout l'ensemble des oiseaux sauvages. Et on ne parle pas des canards, des oies et autres pintades. Tout ça, ça veut dire, et là, je passerai sur les statistiques qui sont derrière, mais deux choses importantes, c'est qu'il y a une relation directe entre ces augmentations de densité par pays et par année sur l'augmentation des épidémies zoonotiques ou vectorielles. C'est très clair, et en contrôlant surtout l'ensemble, finalement, la densité humaine et les aspects aussi, l'effort aussi de recherche sur ces maladies infectieuses. Et l'autre côté, c'est des effets directs ou indirects, finalement, sur les pertes de biodiversité. Essentiellement indirect, vous le comprenez, parce qu'il faut nourrir ces animaux. Donc, finalement, on va produire des protéines végétales, pas pour nourrir les humains, mais pour les nourrir. Donc, accélérer finalement des aspects de changement d'usage des terres et paradoxalement de perte des prairies. Donc, on perd d'un côté les prairies qui sont très riches en biodiversité parce qu'on va nourrir finalement les animaux avec des protéines autres. Alors, je ne reprendrai pas aussi toutes les données qui sont au niveau mondial de toutes ces transmissions, mais j'en prendrai que deux pour montrer finalement cette connexion en ce qui concerne les zoonoses associées aux animaux domestiques et potentiellement sauvages, mais surtout domestiques. La précédente pandémie, qui était le H1N1, qu'on avait appelé grippe mexicaine, mais le Mexique le refusait. Après, on l'a appelé pandémie, de grippe porcine, mais finalement, je crois que les cochons n'acceptaient pas non plus. Donc, on l'a appelé le H1N1, et on est resté. Et là, finalement, assez récemment, les collègues virologistes ont commencé à retracer un peu toute cette idée. Et là, on voit que tous ces virus sont une récombinaison de virus qui ont bougé entre les continents avec le mouvement de tous ces animaux, entre l'Europe et les États-Unis et le Mexique. Réassortiment avec du local jusqu'au moment donné où ça repasse avec passage aussi sur les humains, ça passe sur les humains et ça réémerge, ça repart sur les humains. Par chance, je crois, c'est que finalement, une partie de la population, surtout âgée, on avait été déjà exposé à un virus dans notre jeunesse,
qui était passé totalement inaperçu, quoi, qui venait de Hong Kong. Finalement, on a été protégé, ce qui fait que c'était ce qu'on appelait une grippette, quoi. Mais c'était vraiment une belle chance. Et puis maintenant, on est avec le H5N1, donc qui a émergé plutôt en Asie, quoi, à l'interface entre oiseaux sauvages et surtout densification des oiseaux domestiques, réassortiment aussi, sélection de virulence, il repart sur des oiseaux sauvages. Oiseaux sauvages qui normalement migrent, mais où les couloirs de migration qui étaient nord-sud ont bougé avec le changement climatique, où des oiseaux sont passés finalement dans les hémisphères nord et c'est parti sur les Amériques, où là finalement tous les animaux n'ont jamais été en contact avec ce virus, et là ça a été la flambée, et ça émerge sur ce qu'on n'aurait jamais imaginé, des vaches laitières aux États-Unis, quoi. Le premier pays en termes de One Health, de toute surveillance, et qui a toujours du mal, et qui se pose la question s'il faut vacciner les vaches ou pas. Ils en sont là encore en ce moment. Donc là, c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, finalement, c'est la déforestation. On en a expliqué un peu. Et surtout les plantations commerciales. Alors, les forêts, c'est aussi facile d'obtenir les données. La FAO les récupère relativement bien. Donc, c'est un peu ce que j'ai pris au cours des années. Et regarder, en fonction de ces mêmes épidémies, de zoonoses ou de maladies vectorielles, qu'est-ce qui se passe avec l'évolution des couvertures forestières. Ou qu'est-ce qui se passe avec au moins une plantation commerciale où on a des données, c'est les palmiers à huile. Et là, on voit qu'on a aussi des bonnes corrélations. Donc tout ce qui est en rouge, c'est plutôt des corrélations un peu positives, entre l'augmentation de ces plantations commerciales ou ces diminutions finalement des surfaces forestières, essentiellement dans la zone intertropicale, quoi, pour zoonoses et vecteurs-bornes. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement l'augmentation des couvertures forestières dans l'hémisphère nord, y compris en Chine et en Europe, et aussi dans les États-Unis, s'accompagne avec une augmentation des maladies zoonotiques ou vectorielles. La maladie de Lyme en est un exemple particulier, mais on en a d'autres, où finalement le type de reforestation est relativement important, mais aussi le type de refaunation, et on le verra après, quoi, qui va finalement avoir un aspect relativement important dans la qualité qu'on peut avoir de la forêt. C'est quoi une forêt ? C'est comment éviter une forêt commerciale, comment avoir une forêt multispécifique, mais les zoonoses, et on va le voir tout de suite maintenant, c'est aussi un problème de faune sauvage. Très rapidement, urbanisation, parce que ça tombait bien, on en a discuté avec Wolbachia et notamment à Singapour ou ailleurs, quoi. Donc, il faut savoir qu'on est dans un monde où on continue à augmenter en nombre de populations, quoi, mais on va normalement atteindre un milieu. Mais si on regarde d'un point de vue latitudinal, on s'aperçoit que cette augmentation, et le rural et l'urbain, cette augmentation va être complètement différente. Premièrement, parce que depuis 2005, plus de la moitié de la population vit en urbain, et ça va continuer à se faire. Si on regarde ici, la population urbaine, tout en haut, va plutôt augmenter plutôt dans l'hémisphère sud et pratiquement pas dans l'hémisphère nord. Et si on regarde la population rurale, urbaine, quoi, donc ça c'est vraiment le sud qui va prendre tout. Si on voit la population rurale, on est plutôt dans une phase toujours un peu d'augmentation dans l'hémisphère sud, mais de diminution dans l'hémisphère nord. Donc on est plutôt aussi dans une phase de transition, c'est-à-dire dans beaucoup de pays où finalement on commence à devenir âgé, ou finalement, comme moi, quoi, on devient âgé et finalement on change aussi complètement la transition épidémiologique qui peut se faire, quoi. Il y a aussi transition énergétique potentielle, tout un ensemble de facteurs qui compliquent un peu le système. Mais par contre, dans le sud, c'est très clair que dans le sud, on est vraiment dans une augmentation forte. Moi, je vis en Thaïlande, et donc je peux vous dire à Bangkok, c'est grand, c'est pollué, c'est très riche, mais c'est surtout un peu toutes les expansions qu'il peut y avoir autour. Et ces expansions du rural, on l'a exploré un peu sur le Bornéo et sur la partie malaisienne de Bornéo, où on a exploré avec mes collègues de malaisiens, mais aussi avec les collègues australiens, des gradients d'urbanisation. Donc en travaillant depuis la ville, le centre de ville, d'aller sur l'urbain qui commence à s'étaler un peu, et puis vraiment quand c'est vraiment le rural.
avec un peu de forêt, mais pas tant que ça, quoi. Là, on voit bien, et on s'est intéressé plutôt aux rongeurs et toutes les pathogènes associés aux rongeurs. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a une diminution de cette diversité de rongeurs pour aller vers une augmentation plutôt de la densité des rongeurs qui restent, surtout en milieu urbain, et finalement avec une connexion de plus importante, partage de plus important des pathogènes entre eux, pour les humains, quoi. Donc finalement avec des risques potentiels plus importants. Donc on voit qu'on perd de la biodiversité, on favorise des rongeurs qui sont essentiellement, qui aiment bien les humains, ce qu'on appelle des synanthropiques, hein, qui vivent dans les milieux avec les humains, et qui finalement sont aussi des très 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 bons réservoirs et des très bons ponts épidémiologiques avec les humains. Et finalement qui se retrouvent sans contrôle. C'est-à-dire qu'en ville, à part les chats, il n'y a pas de prédateurs, quoi. Et surtout quand on voit certains rongeurs, les chats, ils ne s'en approchent pas tant que ça, quoi. Donc, on voit ça. On a vu, donc je ne vais pas montrer tout, mais on voit exactement la même chose avec les moustiques. On voit aussi très particulièrement les anophèles, enfin les aïdes notamment, qui commencent à augmenter quand on commence à avoir du périurbain et surtout dans l'urbain. Et les anophèles qui font plutôt encore présents en périurbain et un peu en rural et qui diminuent fortement quand ça en devient vraiment très forestier, quoi. Donc finalement, on a ces gradients qui sont faits et on voit qu'on a toutes ces espèces qui adorent vivre avec les humains et donc savoir travailler avec eux. Tout ça, c'est dans le cadre d'une biodiversité vraiment en crise. Ça, c'est le dernier rapport Planète Vivante, qui est développé par le WWF et puis la Société zoologique de Londres, on devrait avoir le nouveau rapport qui devrait bientôt sortir. Et chaque fois, tous ces rapports, hein, c'est toujours pas très très bon. Hein. Donc on voit, alors le système Planète Vivante, enfin, on a deux façons d'évaluer la biodiversité. On le fait soit par l'UICN, donc l'Union internationale sur la conservation, qui est plutôt un rassemblement d'experts, qui vont en fait définir un peu la présence d'espèces, définir les aires de répartition et définir si une espèce est en danger ou ça va encore, quoi. Donc c'est plutôt un consensus d'experts sur la base de leurs propres connaissances, donc finalement avec toujours des erreurs, c'est normal, c'est des erreurs humaines, des erreurs scientifiques, il n'y a pas forcément de consensus, c'est ça. Par contre, le Living Planet Index, c'est assez intéressant parce que c'est basé sur des observations au long terme de populations animales, alors terrestres, et ce qui se peut aussi bien oiseaux que mammifères ou d'autres vertébrés terrestres, et puis qui vont en fait travailler, alors qui sont faites soit par des parcs nationaux, soit par des académiques, soit par des ONG qui le font. Alors évidemment, il y a des trous des fois, parce qu'il n'y a plus d'argent, et puis on arrête un peu, on reprend, donc il y a aussi tout un côté, c'est comment finalement tenir compte de l'absence. Et là, on voit par contre qu'on a une vraie diminution de le Living Planet Index, donc sur les abondances, et surtout très marquée dans l'hémisphère sud, comparativement à l'hémisphère nord qui continue de diminuer, mais de façon beaucoup moins importante. Et on voit aussi l'Asie du Sud-Est qui est forte. Alors ça m'a amené vraiment aussi à regarder qu'est-ce qui se passe en termes de relations biodiversité et maladies infectieuses, hein, zoonotiques ou vectorielles. Et finalement, quand je reprends toutes les données qu'on a sur la présence historique ou actuelle d'une maladie infectieuse dans un pays et tout ce qu'on a comme données concernant, enfin plutôt l'IUCN, le nombre de vertébrés connus dans un pays. Là, on voit qu'on a une très bonne corrélation positive. C'est-à-dire, plus il y a de biodiversité, plus il y a une forte endémicité, une forte diversité des maladies infectieuses. Ça, c'est tout à fait normal puisque on l'a vu juste avant, tout ça c'est porté par des animaux sauvages, c'est porté par des moustiques, par des tigres, donc c'est biodiversité égale biodiversité. Donc finalement, si on met ça à des gens qui sont politiques, généralement, tuez-les tous et on devrait être tranquille, quoi. C'est ce qui se passe, hein. Chaque fois qu'il y a une crise, hein, tout de suite il faut faire l'abattage. Hein. Et finalement, mais c'est ce qui se passe en réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, on a une expérience en ce moment finalement de baisse de la biodiversité. Alors là, j'ai repris un peu les données de manière un peu différente. J'ai repris les épidémies. Une épidémie, c'est que dès le moment, finalement, on se rend compte qu'il y a une transmission, un cluster de transmission, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que
ça pop-up, hein, ça top-up, hein, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc j'essaie de faire ces relations entre ces épidémies, donc par PV tout contrôlé, quoi, et le nombre d'espèces en danger, mises en danger aux critères de l'ICN. Alors évidemment, j'ai contrôlé chacun de deux par le nombre de maladies connues dans le pays et le nombre total d'espèces connues aussi dans le pays. Et là, on s'aperçoit que finalement, le nombre relatif d'épidémies par rapport au nombre total de maladies infectieuses dans le pays augmente de manière significative avec le nombre d'espèces relatives en danger selon le critère de l'ICN par rapport au nombre total. Tout se passe comme si en fait on perdait quelque chose d'important avec cette perte de biodiversité, c'est la régulation. Donc c'est un peu plus que finalement l'effet de dilution, c'est finalement d'essayer de comprendre que la biodiversité, c'est des interactions. Ça participe de la pollinisation, on l'a vu avec les bourdons, juste à présent la lavande. Ça participe des efforts de régulation aussi pour l'eau, pour le climat. Ça participe aussi de la régulation des pestes agricoles. Donc on parle de lutte biologique, quoi. Et ça participe aussi, même si c'est encore mal connu, de la régulation de la transmission des maladies zoonotiques ou vectorielles pour les humains. Très rapidement, parce qu'on en parle sans arrêt, le commerce international de la faune sauvage, légal ou illégal. Alors oui, c'est un problème, c'est plutôt un crime environnemental d'abord, et on le voit bien parce qu'il y a un marché absolument considérable avec des pays très importants qui servent finalement de demande en produits et en animaux vivants, provenant un peu de tout l'ensemble, quoi. Donc c'est essentiellement donc, l'Amérique du Nord et l'Europe qui sont les trucs, et un petit peu le Japon et la Chine. Et puis, ça participe évidemment avec une forte extraction dans plein de pays du sud global, quoi. Mais je parlais aussi du commerce légal et notamment des animaux mis en élevage. Là, c'est des données qui datent de 2016 de la Chine, qui ont été dans un rapport, et le nombre de personnes qui vivent directement de l'industrie de l'animal sauvage. C'est 14 millions de personnes en Chine qui travaillent pour les animaux de fourrure, pour les animaux de médecine, utilisés en médecine, pour les animaux consommés, sauvages, pour les animaux, de plus en plus, c'est une augmentation pour les animaux de compagnie, les nouveaux animaux de compagnie, quoi, et pour l'expérimentation animale, quoi. Donc tout ça, je pense que c'est là le vrai problème. On le verra après, juste pour la dernière façon de regarder ça, c'est là où on travaille, on descend maintenant, que je travaille depuis maintenant sur le terrain, et pas que sur le global, c'est sur ces interfaces. Mieux comprendre ces interfaces qui se passent. Et on repart sur le coronavirus au départ. Et je pense que regardez un peu et ces augmentations d'émergence. Et je trouve que cet article-là, qui a été publié en 2022, je crois à peu près, ou 2023, par mes collègues virologues en cas, je trouve qu'il est assez remarquable, parce qu'ils sont intéressés aux émergences de coronavirus sur les humains et sur les animaux, donc essayer de les dater dans l'histoire. Donc, et de reprendre tout ça, avec évidemment un peu d'erreurs, pas mal de problèmes par exemple, mais finalement on s'aperçoit que depuis le XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, 3 coronavirus ont émergé chez les humains, dont l'origine est évidemment chez les chauves-souris, mais aussi les rongeurs. Je travaille sur les rongeurs, donc j'aime bien que les rongeurs soient toujours aussi présents, mais dedans on voit que des animaux bridge et des animaux ponts ont été importants, ou des hôtes intermédiaires. Le coronavirus, on en parlait aussi, des hôtes intermédiaires, qui sont finalement des animaux domestiques, camélidés, des chameaux ou des vaches. Au XXe siècle, 4 coronavirus ont émergé. Juste au XXe siècle, tous sont restés dans le compartiment des animaux d'élevage. Essentiellement cochons, quoi. Et on voit le lien du chien. On n'a pas tous compris les émergences, et un au moins sûr issu de la chauve-souris. Et puis rien que pour les 25 premières années, je dirais, de 2021, on en a 8 qui ont émergé. Donc, et après le Covid-19, il y en a le SARS-CoV-2, il y en a eu un autre qui a émergé, dont le chien était l'hôte intermédiaire, mais dont on ne sait pas exactement tout à fait les genres. Donc on voit bien cette relation, mais cette relation entre la faune sauvage, des animaux domestiques, qui sont importants, et finalement les humains ou ces animaux domestiques. Donc on se retrouve, et je trouve que le SARS-CoV-2, pour reprendre, pour moi, qui a été aussi assez extraordinaire,
comme tel, c'est la vitesse à laquelle il s'est propagé sur la planète, mais ça, c'est merci aux transports internationaux, quoi. Mais sur cette capacité à pouvoir réinfecter l'animal sauvage, et on l'a eu moins à 3 reprises. Un, ça a été, si vous vous rappelez, sur les animaux qui sont faits pour la fourrure, au Danemark, du vison, et on a établi d'abattre plusieurs millions d'individus. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient tellement besoin de fourrure de vison, mais bon. Et puis, on a eu exactement aussi, parce qu'on a eu des hamsters dorés qui ont été infectés en Europe, qui ont été envoyés à Hong Kong, où là, ils ont fait une transmission locale. Donc, on voit aussi le commerce légal, donc d'animaux de compagnie, des hamsters, quoi. Donc voilà. Et puis le troisième point, c'est le passage sur le cerf de Virginie, donc avec plusieurs virus qui sont passés indépendamment. Alors cerf de Virginie, ça devient presque un animal synanthropique aussi. Il est dans les jardins, il est partout, il est augmentation de façon importante. Il est associé à la maladie de Lyme justement avec ce truc parce qu'il n'y a plus de grands prédateurs. Et là, finalement, on s'est aperçu qu'il a été infecté plusieurs fois. Alors certainement par les décès ménagers, par les gens qui... Pour l'instant, on n'a pas encore de cas réverse, mais le niveau d'infection est très élevé, mais potentiellement, on peut avoir une zoonose. Donc finalement, on est vraiment là, à un moment donné où le côté intéressant, c'est pour ça que j'étais en Asie du Sud-Est, parce qu'en Asie du Sud-Est, ou en Asie, j'utilise souvent ce rayon pour mettre, je le baisse un tout petit peu, quoi, mais ce rayon, quand je fais mes cours avec les étudiants en One Health en Asie, dans ce rayon, c'est la moitié de la population humaine vit là. L'autre moitié vit en dehors de ce rayon. Donc on peut voir la densité. Mais la densité aussi d'élevage, comme on a vu, la diversité de la faune sauvage, même si elle est en forte diminution, quoi. Finalement, ce lien est l'augmentation très forte de l'urbanisation, la connexion aérienne énorme. Je ne vous ai pas mis un peu toutes les informations qu'on pouvait avoir, quoi. Et finalement, on est dans un endroit où ce paysage domestique, qui se fait entre des animaux péridomestiques, des rongeurs, des tigres, des moustiques, et des animaux, les humains et les animaux de compagnie, les animaux de rente, prennent de plus en plus d'espace sur la biosphère, sur les écosystèmes, avec une faune sauvage qui effectivement diminue, où là, finalement, on s'aperçoit, c'est le diagramme du haut, quoi, où on s'aperçoit que, certes, ces virus proviennent pour beaucoup de la faune sauvage, mais le problème, c'est finalement le passage sur la faune domestique et son amplification, son adaptation. Et finalement, ces animaux domestiques se baladent sur toute la planète et peuvent évidemment contaminer les humains. Donc on est vraiment dans un effet typiquement d'écologie, mais aussi de gouvernance, un effet d'échelle et un effet de connectivité, de connexion. La globalisation fait qu'on va avoir un impact de plus en plus important localement, changement d'usage des terres, urbanisation, je ne vous ai pas parlé aussi des infrastructures, notamment les barrages, les petits barrages et tout, qui ont des conséquences aussi considérables, les routes, les mines qui se font, quoi. Tout ça dans une mobilité accrue de tout bouge, y compris les humains, quoi, de façon considérable, et pour avoir en fait une mobilité, donc le global influent le local, mais c'est au local que se passe l'épidémie ou l'émergence. Mais finalement, la connectivité fait que ça repart au niveau global et potentiellement en pandémie. Alors pour répondre, on est passé à la deuxième période, à la deuxième phase. Pour répondre, on a l'approche One Health, une seule santé, qui n'est pas récente du tout. Donc, comme je m'intéresse un peu à l'histoire, j'ai retrouvé dans ce bouquin de Inescapable Ecology, un bouquin qui est vraiment remarquable de Linda Nash, qui finalement reprend la colonisation, enfin les frontières de la colonisation nord-américaine, quoi. Et notamment la nouvelle frontière en Californie, quoi. Au moment donné où les États-Unis gagnent la guerre contre l'Espagne, récupèrent des tas de territoires et commencent à avancer dessus, quoi. Et ce médecin commence à nous dire que finalement, comprendre ces maladies infectieuses, c'est vraiment comprendre la géographie, comprendre les connexions entre toutes les conditions et les circonstances qui peuvent en fait être préjudiciables pour les habitants. Alors les habitants, évidemment, c'était les colons, c'était pas les Amérindiens qui étaient là, quoi, mais qu'il fallait prendre finalement la relation de ces maladies avec le climat, mais avec toutes les formations géologiques, la faune, les végétaux, tout ça, les trucs qui varient, quoi. Mettre ça.
Mais bon, c'était avant Darwin, c'était avant une vision aussi, avant Pasteur, avant une vision assez, je dirais, pathogène centrée, évolution centrée, mais on regardait vraiment l'environnement. Et je reprendrai donc plutôt dans les sciences coloniales, toujours par chance que j'ai retrouvé, c'est un article, enfin un livre qui a été fait sur l'évaluation des politiques scientifiques de l'Angleterre par rapport à ses colonies. Et notamment, ça s'appelait Science in Africa. C'est vraiment une revue de synthèse assez incroyable, quoi, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le net, sur la bibliothèque, des bibliothèques ouvertes. Et où là, en fait, on a un diagramme qui est déjà un diagramme une seule santé. On a tout en haut l'anthropologie, la santé et les populations, les maladies humaines, on a fait la médecine en général, et on descend avec l'entomologie, avec la zoologie, avec la botanique, donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, aujourd'hui, y compris les sciences du sol, et on sait qu'on a beaucoup de maladies associées au sol, donc tout ça, il nous faut des cartes, la cartographie, et puis on a des sciences un peu connexes, comme la météorologie, l'agriculture, l'élevage, et puis on a aussi la géologie, la foresterie et les pêcheries qu'on n'a pas évolué. Donc faire une relation entre l'homme, qu'on appelait à l'époque, donc les humains, les animaux, les plantes et l'inorganique. C'est quand même assez remarquable, 1938. Et quelqu'un qui a été important à ce moment-là, c'est Julian Huxley. Julian Huxley, c'est le petit-fils de Huxley, qui était finalement le bulldog de Darwin. Et Julian Huxley, qui était un très bon écologue, mais finalement était aussi devenu beaucoup plus quelqu'un qui faisait la communication scientifique. Il a fait des films, il a fait des choses, quoi. Il a fait beaucoup de choses, notamment faire ce dialogue aussi sciences-politiques, plein de choses. Donc là, il avait écrit donc dans le comité, donc c'était vraiment 1920 quand même, comité pour l'éducation des natifs de l'Afrique tropicale, quoi. Donc il y a un côté aussi éducationnel qui était vu, quoi. Mais quelque chose d'intéressant parce qu'il disait qu'en fait tous les problèmes de biologie appliquée finalement devaient avoir une référence avec les idées écologiques. Je crois qu'on est ici depuis ce matin vraiment dans cet environnement-là, quoi, et que finalement c'est ces interactions entre ces différentes branches de disciplines qui sont importantes. Et puis que là-dedans il nous remet encore la même idée, c'est que les problèmes qui sont des maladies des humains ou des animaux domestiques devaient se voir avec finalement ces évolutions d'abondance des animaux, les cycles aussi climatiques. Juste pour vous rappeler que Julian Huxley, c'était le trésorier de la Société zoologique de Londres, cofondateur du WWF. On a vu tout à l'heure le Living Planet Index qui existe toujours. Il a été initiateur de la création de l'IUCN, je vous ai parlé un peu de l'IUCN, président de la Société eugéniste de Grande-Bretagne. C'était quelqu'un de gauche, mais qui croyait finalement à des aspects de sélection humaine, quoi. Et puis qui était le premier directeur général de l'UNESCO. Et justement, on arrive à l'UNESCO en 1968, où il y a une conférence qui est un peu oubliée, qui a été vraiment importante, parce que c'est elle qui a mis pas mal de choses sur place, quoi, qui était une conférence internationale d'experts sur les bases scientifiques de l'usage rationnel et de conservation des ressources de la biosphère, quoi. Et donc, je reprends juste la recommandation 3, qui était sur les recherches en écologie humaine. Donc, il est considérant finalement que l'humain, enfin l'homme, est une part intégrale de la plupart des écosystèmes qui influencent ces écosystèmes et qui sont aussi influencés par ces écosystèmes, c'est-à-dire que sa santé physique et mentale, finalement, maintenant et dans le futur, sont complètement liées finalement avec la dynamique des systèmes naturels, quoi, les forces, les processus qui réagissent sur la biosphère, y compris la culture humaine. Et donc, avec les recommandations, je reprendrai que le petit en rouge, la recommandation qu'il fallait continuer et intensifier les recherches sur l'écologie des maladies humaines, avec une référence spéciale sur celles associées avec les changements environnementaux et les zoonoses, ces maladies zoonosiques qui font finalement des interactions entre les humains et les animaux domestiques. 1968. Je me demande ce qu'on a fait jusqu'à présent, quoi. Et puis on arrive finalement à
la première vision un peu One Health, qu'on appelait One World, One Health, c'est la World Conservation Society, une grosse ONG qui commence à le mettre et qui a commencé à faire les principes de Manhattan, mais finalement qu'on retrouve exactement la même chose. Et donc maintenant on arrive à trois aspects, enfin on peut dire on a une vision One Health, une approche que je vous montrerai tout à l'heure, une approche qui est plutôt Eco-Health, donc qui est, je dirais, qui est plus appliquée concrètement sur le terrain, et puis une approche santé planétaire. Alors très rapidement, santé planétaire, c'est la santé globale, c'est très anthropocentrique, mais qui prend en compte les limites planétaires. Perte de biodiversité, augmentation de l'ozone, acidification des océans, changement climatique, c'est-à-dire il y a des limites planétaires qu'il ne faut pas passer, sinon c'est finalement la santé humaine qui va de plus en plus en s'ouvrir, voire même pour eux potentiellement un effondrement de la civilisation, quoi. L'approche One Health, on la verra, et un peu plus avec l'approche Eco-Health. Donc on va aller sur le One Health, et souvent le One Health est vu comme une approche permettant de sortir des crises. Disons, ça a des intérêts, on va le voir. Alors la première chose, pour vous revoir, parce que donc, la semaine dernière, donc, on avait le sommet, le One Health Summit, mais finalement ce One Health Summit était totalement associé avec ce qu'on appelle les grands sommets présidentiels, et notamment le Peace Forum qui avait eu lieu en novembre 2020, qui fait qu'a poussé la France et l'Allemagne ensemble, ont poussé pour que les quatre organisations internationales travaillent plus ensemble et créent un panel d'experts One Health. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y rentrer. Je ne vous montrerai pas tout ce qu'on a fait, mais finalement, cette approche One Health qu'on définit, et on définit finalement que c'est une approche intégrée, unifiée, qui veut finalement optimiser, équilibrer la santé des humains, des animaux et la santé des écosystèmes. On n'utilise pas santé environnementale, on utilise santé des écosystèmes. Et que finalement tout ça est relié. Enfin, finalement, c'est les mêmes définitions que jusqu'à présent. Mais peut-être le plus important, c'est ce diagramme que je trouve vraiment essentiel pour définir l'approche One Health, c'est les 4 C. 4 C, c'est une collaboration entre les secteurs et les disciplines, de l'environnement, des animaux sauvages ou domestiques et des humains, une coordination avec la société à toutes les échelles, du rural à l'urbain, du local, je dirais, du national à l'international, avec les aspects d'équité et d'accès. Alors c'est là qu'on voit la différence. One Health, on utilise le mot équité. Planetary Health utilise le mot justice. L'équité et la justice, c'est pas la même chose, hein. Donc c'est quelque chose qui est important dans une critique, si on veut faire une critique, je dirais, constructive du One Health. Et tout ça pour mettre en place des capacités, hein, donc la capacité de tout le monde à implémenter et à utiliser l'approche One Health, c'est-à-dire travailler sur des écosystèmes en bonne santé, ça on l'oublie un peu toujours, mais en tout cas travailler pour des animaux en bonne santé, des humains en bonne santé. Il y a un aspect très fort en communication, et là la communication, elle est là aujourd'hui notamment, donc je remercie aussi pour faire cette communication, mais elle est à toutes les échelles aussi, hein. Ça utilise des films, ça utilise des livres, ça utilise aussi vraiment le local. Et deuxième chose peut-être alors, que je reprends aussi, c'est finalement, et ça nous avait été demandé par la Banque mondiale, une définition de la prévention. Et la prévention, on l'a mis vraiment en amont. C'est-à-dire que là, c'est des autres 3 sigles, hein, c'est PPR, prévention, préparation et réponse. Et souvent, on est à la préparation à la réponse, et d'ailleurs, y compris malheureusement les recommandations du sommet One Health, on n'est pas vraiment dans la prévention à la source, mais on est toujours à se dire on va se préparer à la prochaine, aussi bien qu'on s'est préparé à la précédente, et on va développer la réponse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est-à-dire que quand on en est là, c'est que c'est déjà arrivé, quoi. Donc finalement, on est là à faire les recherches, les vaccins, les diagnostics et tout, quoi. Alors que finalement, il faut remonter plus en avant. Donc finalement, il faut avoir c'est quoi cette prévention à la source? Et c'est un peu ça qu'on a commencé à développer. Et là, c'est un peu les aspects internationaux. Déjà au niveau de la Commission européenne, développer finalement, c'était une demande de la Commission européenne, sur qu'est-ce que c'est la relation entre biodiversité et pandémie, et donc quelles seraient les priorités de recherche sur l'agenda de la Commission, quoi. Et donc on a remis encore évidemment le lien animaux domestiques humains, intégrer les sciences sociales, c'est évident, parce qu'on travaille avec la société, quoi.
influencer beaucoup plus les communautés et la société civile. Donc il faut finalement avoir cette vision, acquérir vraiment cette vision qui peut être planétaire, santé planétaire, qui peut être les relations biodiversité, santé, humain, nature, quoi, les santé des écosystèmes, finalement, reprendre ça un peu dans sa globalité. Reprendre ça, moi je l'avais fait pour un MOOC pour l'UNESCO, c'est que finalement, comment utiliser les réserves de biosphère comme étant un moment particulièrement intéressant de mise en proche. Finalement, c'est là où vous conduire pour la fin de cette présentation, c'est comment ne pas prendre les chemins pour continuer finalement comme on y est, quoi. On va aller de crise en crise, plus les crises économiques, hein, plus les crises de violence qui peuvent associer, quoi, souvent, et finalement aller vers des futurs qu'on veut, qu'on imagine, localement ou globalement, c'est-à-dire finalement mieux comprendre les meilleures solutions, quelles sont les meilleures solutions, comment prendre des outils en main pour le développer, et finalement la gouvernance qui devient un aspect important. Et on a pas mal de solutions basées sur la nature, hein. Le greening, enfin l'urbanisation, le vert, quoi. Donc ça, j'ai eu la chance de bosser avec justement la ville de Lyon qui a hébergé le sommet One Health. Ils ont fait un réseau international maintenant d'alliances des villes One Health, hein, pour finalement mieux accompagner, je dirais, les infrastructures urbaines dans un sens de santé humaine, animale et finalement santé des écosystèmes urbains. On a l'agroécologie qui est très fortement proposée par tous nos collègues plutôt qui sont sur l'agriculture. On a l'agroforesterie par les forestiers. On a l'écopastoralisme. Je ferai un tout petit peu d'effet. Et les solutions, encore merci donc à une autre panel international. Vous avez peut-être entendu parler, donc le panel international sur la biodiversité et les services écosystémiques. Finalement, il y a le GIEC du climat, c'est un peu le GIEC de la biodiversité, quoi. Et j'ai eu la chance de participer au rapport qui est sorti l'année dernière, qui était sur comment travailler sur un nexus. C'était un réseau, une interaction entre biodiversité, eau, nourriture, climat et santé. Donc c'est un peu ça qui s'est sorti. Donc je vous engage à trouver toutes les fins. Alors c'est gros, hein, c'est un gros rapport. Il y a plusieurs tomes, c'est bien épais comme toujours. C'est très basé scientifiquement. Donc sur ces liens, donc essayer de mettre un peu tous ces liens entre les changements déjà des terres, les réductions de biodiversité, tous ces impacts en incluant le changement climatique. Et en fait en développant ce qu'on appelle des meilleures réponses. C'est-à-dire qu'on nous a demandé par chacun des chapitres, en fonction du domaine, donc moi j'étais sur la santé, quelle est la contribution du secteur santé au Nexus, et finalement quelles sont les meilleures réponses qu'on peut observer au niveau mondial, localement ou pas, pour y répondre, quoi. Donc c'est un peu ces solutions, mais les regarder, ces solutions, finalement des solutions qui sont basées sur la santé, quels sont ces impacts sur le climat, sur la nourriture, sur l'alimentation, sur la biodiversité, sur l'eau. Comment ça se passe? Donc finalement, on arrive avec tout un ensemble de solutions assez remarquables et finalement de regarder, donc c'est un peu tout cet ensemble de solutions. Sur la santé, je vous en extrais certaines, c'est finalement intégrer la planification et la gouvernance, et notamment les bassins versants, on a des beaux exemples de gestion des bassins versants avec les communautés locales et avec les administrations, mieux gérer le risque. Alors il y a l'approche à One Health, évidemment, j'étais dans le panel, donc ça pouvait pas échapper, quoi. Mais on a d'autres choses, évidemment, les infrastructures vertes, on a aussi des très beaux exemples, pas simplement qu'à Singapour, hein, mais dans d'autres villes du monde. Et puis, les meilleures gestions de la biodiversité, enfin, une gestion de la biodiversité qui va permettre de mieux gérer justement les problèmes des zoonoses, conservation des écosystèmes et surtout restauration des écosystèmes. Et je trouve que finalement, quelque chose qui est vraiment fort, que je vous extrais, qui est vraiment fort là-dedans, c'est que dès qu'on regarde un peu, dès qu'on fait une innovation où la santé est mise au centre, on s'aperçoit qu'on n'a jamais localement, je veux dire, d'impact, quoi. On n'a jamais d'effet négatif sur les autres éléments du Nexus. Plutôt des effets, soit ça n'a pas d'effet, surtout des effets positifs. Investir sur la santé humaine, finalement, c'est un bon investissement
pour une meilleure gestion de l'alimentation, une meilleure gestion de l'eau, un meilleur impact sur la réduction du climat. Donc finalement, pour nous, on était vraiment très émerveillés, quoi. Et donc on reprend. Il y a aussi d'autres choses qui ont été faites, notamment sur forêt et santé humaine, d'autres panels d'experts. Le dernier qui va bien sortir aussi sur les aires protégées et le One Health. Mais redescendons pour la dernière partie sur le terrain global. Comment mettre ça en place globalement? Alors j'ai la chance, comme je le disais, depuis 2007, donc bientôt 20 ans, de travailler en Asie du Sud-Est. Vous avez compris, je voyais une baisse de la biodiversité, une augmentation des maladies zoonotiques et infectieuses, y compris de maladies tropicales négligées. Je trouvais que c'était un sujet de mettre le lien, de savoir finalement comment l'écologie et l'évolution pouvaient y répondre. La chance, j'ai fait beaucoup de missions de terrain. J'ai pris des rongeurs comme modèle, quoi, et travaillé essentiellement en Thaïlande, Laos et Cambodge, un peu aussi aux Philippines, Malaisie et puis Vietnam, un peu Singapour aussi. Et finalement, commencer à faire ces liens entre changement d'usage des terres, maladies infectieuses, de plus en plus travailler avec les personnes. Alors, je vous mets juste un exemple qui nous montrait très clairement que l'évolution des changements d'usage des terres, notamment vers l'augmentation de l'agriculture aux dépens de la forêt ou l'augmentation de l'urbain par rapport à l'agriculture, était totalement reliée avec l'augmentation des risques zoonotiques, notamment liés aux rongeurs. Mais en redescendant, finalement, on travaille depuis maintenant, c'est un peu plus de 12 ans, avec des communautés locales. La chance qu'on a pu avoir dans le nord de la Thaïlande, et d'ailleurs dimanche prochain, j'y retourne. Dès que j'arrive, on repart sur le terrain les voir, où on a la chance de travailler avec ces communautés locales et administrations, 8 villages, qui sont assez bien positionnés, parce qu'il y a 4 villages qui sont plutôt en zone d'augmentation de l'agriculture, donc de la riziculture un peu plus intensive, un peu augmentation de l'urbanisation. Ils vont être sur un corridor économique qui vont les joindre au Laos, enfin, augmentation de ce corridor. Puis 4 villages qui sont plus montagnards, donc avec aussi une autre type d'agriculture et plutôt justement avec un vieillissement des populations et une baisse finalement de la densité humaine, quoi. Donc, ce qu'on appelle, c'est un observatoire social-écologique de la biodiversité et de la santé. Donc, on a travaillé finalement sur tout un ensemble de projets et surtout finalement travaillé avec cette organisation que je vous ai présentée, donc des villages avec des volontaires villageois de la santé, de l'agriculture, avec les parcs nationaux, les différentes administrations qui se retrouvent tous ensemble et différents chercheurs. Chaque fois, donc dès que quelqu'un veut faire un projet en Thaïlande avec nous, automatiquement il y aura vous pouvez choisir tous vos sites, excepté que moi je vous impose un site. Il faut travailler à Nantes parce que vous allez bénéficier finalement de 12 années de collaboration là-dedans. Donc on a fait beaucoup de biodiversité, donc en utilisant aussi bien du son que des ou piégeage, tout ça. Travaille beaucoup aussi avec les communautés locales. Donc on avait un peu tout cet ensemble-là. Travailler, c'est un peu comme ça, c'est finalement un projet qui se fait sur les maladies alimentaires, mettre des scientifiques dessus, travailler avec les communautés pour le développer, travailler aussi sur les impacts finalement et comment finalement le dispensaire peut reprendre en compte les données pour retravailler dessus, quoi. Finalement, pour avoir, et je trouve que on en est vraiment là, quoi. Je trouve moi, j'ai appris énormément d'eux, finalement, énormément de leurs connaissances, des connaissances techniques des administrations locales et des connaissances, écologiques, agricoles, des communautés locales, où finalement, on n'arrive pas directement avec des solutions. Je pense que c'était un peu le côté un peu inopérant. Et sinon, on se retrouve comme Julian Huxley. J'aimerais bien être un Julian Huxley, quoi. Mais finalement, quand on voit Julian Huxley, finalement, non, pas ce qu'il a fait, quoi. Moins fort, mais peut-être plus sur le terrain, plus respectueux aussi. Et donc finalement, la première chose, c'est d'avoir un engagement communautaire et ce qu'on appelle finalement développer un protocole en commun. C'est développer le protocole en commun sur la base de leurs intérêts, mais aussi de leurs connaissances. Finalement, que ça nous permet de développer une implémentation. Ça va être quoi l'implémentation? Ça va être quoi les choses? C'est avec qui va faire quoi? Tout ça, après, évidemment, il faut qu'on ait les autorisations éthiques, qui peuvent être éthique animale, éthique humaine, les aspects environnementaux. Et puis, on réalise, on analyse et on travaille ensemble, d'ailleurs même aussi pour le truc, et développer sur des recommandations et finalement, là-dedans, communication, translation, et ça repart, quoi.
Et puis, on a ces chances d'avoir des gros projets qui viennent d'arriver, financés par la France. C'est Présode, qui a été aussi encore bien rappelé pendant le sommet One Health. C'est Présode, c'est prévention des zoonoses, c'est plus, des émergences zoonotiques, quoi. Et surtout un projet financé par l'AFD, l'Agence française de développement, qui s'appelle PREACT, qui s'appelle Prévention, donc, enfin, Présode en action dans le sud global, quoi. Donc ça, je vous passe. On va aller directement. On a fait finalement, l'idée, c'est exactement, c'est pas d'avoir une approche top-down, comme ça se fait, je mentionne un projet, mais plutôt bottom-up. Mais il faut quand même qu'on ait top-down et bottom-up. C'est pour ça que je travaille avec les 2 ministères de la Santé en Thaïlande ou Laos, qui sont des KPI, et avec les administrations. Mais on part du démarre, et donc on a fait justement, juste l'année dernière, notre kick-off meeting à l'échelle d'un village. Alors que c'est un projet qui relie, comme la Thaïlande et le Laos, localement, quoi, la participation. Et je vous présenterai un projet qui était important, ça va être le final, c'est le projet qui était justement d'une solution basée sur l'existant ou sur des hausses, c'est finalement la refaunation qui est associée aux communautés forestières ou la reforestation communautaire, pour permettre de réduire les risques. Alors pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'est que les forêts communautaires ont été reconnues en 2019 dans la Constitution thaï. Ce sont des forêts protégées dont on laisse la gouvernance aux communautés locales. Ce sont des véritables communs. Donc, ces communs, les gens, alors, certaines forêts sont enregistrées ou non enregistrées. S'ils sont enregistrés, ils font aussi pareil un plan, mais finalement, ils développent eux-mêmes les accès, les bénéfices qui sont associés et les punitions. Ceux qui ne respectent pas, qui vont couper du bois, qui vont tuer des animaux alors que ce n'est pas autorisé. Donc, c'est des véritables communs. Sarsdolström, c'était ce qui existait en France. Avant, on a encore quelques communs, mais plus beaucoup, avant finalement les enclosures. Donc on travaille beaucoup avec des cartographies participatives. Je vous dis que je vous ai montré quelques photos, quoi. Donc finalement, ça veut dire quoi ? C'est explorer chacune des forêts, commencer à demander finalement quelles sont les règles d'usage, quelles sont aussi les visions et je dirais la religion locale par rapport à ces forêts, notamment, bon, il y a des esprits qui sont importants, il peut y avoir aussi pour certaines communautés des dieux. Quels sont finalement tous ces bénéfices ? Qu'est-ce qu'ils font avec ces forêts, quoi ? Donc finalement, on a un peu toute l'idée, même, je dirais, économique qu'il y a dedans, quoi. Et comment évaluer la refaunation, quoi. Donc là, finalement, on utilise nos méthodes. Alors déjà, la qualité de la forêt, on le fait par des lidars, par des drones. Mais localement, on utilise pas mal de pièges photographiques, des sons, l'enregistrement de sons aussi pour les chauves-souris, quoi. Et là, c'était quand même assez intéressant de travailler sur une des forêts. On fait d'abord des interviews, que je vais montrer après, et puis les gens commencent à me dire, alors je suis chasseur parce que je piège, alors, pas un super bon chasseur, mais j'ai le respect parce que j'arrive à piéger quand même, quoi. Mais moi, quand il y a des chasseurs, on sait très bien, ils exagèrent, tous les chats comme les pêcheurs, quoi. Et finalement, ils commencent à me dire, il y a ça comme animal, quoi. Je dis, c'est pas possible, quoi. J'y croyais pas, quoi. Et on a commencé à mettre les photos, caméra trappe, les pièges photographiques. Et là, c'est quand même des pièges qu'on sent à quelques centaines de mètres d'un village, quoi, où on a de l'ours brun, du pangolin, de la civette, des chats, des différentes 2 espèces de chats sauvages, quoi. Finalement, on s'aperçoit que ça venait. Et avec autre chose qui est très intéressant, c'est que les villageois sont hyper fiers de leur communauté forestière. Ils disent « ma communauté forestière est plus belle que la tienne », quoi. Donc finalement, sinon, on travaille fortement avec justement ce savoir écologique traditionnel, y compris d'ailleurs le savoir écologique traditionnel des enfants, notamment en termes de botanique, malheureusement, qui est en train de partir, quoi. Donc ça, c'est le projet. Et y compris aussi avec les vaches, quoi, pour dire que finalement, on s'aperçoit que les vaches sont interdites de rentrer dans les forêts protégées, des parcs nationaux de la foresterie, quoi, pour des régulations finalement qui sont un peu dommages, parce qu'on s'aperçoit que les vaches sont super importantes en tant qu'ingénieurs d'écosystème. Elles nous débroussaillent, donc ça évite les feux de forêt, et elles ouvrent un peu, c'est très bon pour la biodiversité. Par contre, évidemment, il faut travailler un peu plus sur leur santé, comme pour ces animaux. Donc c'est pour ça que donc, mon assistante là, qui développe son projet en même temps va lui mettre des colliers sur les vaches. Donc au mois de mai, on met les colliers GPS sur les vaches pour les suivre et puis les suivre en infection, quoi.
Et donc ce projet, c'est finalement, c'est de voir quels sont les communs pour le One Health, quoi. Finalement, travailler sur des communs, on travaille directement parce que directement, c'est des gens qui ont la gestion d'une forêt. Ce qui n'existe pas en France, hein, une forêt, elle est privée ou elle est publique. Et qui ont une gestion d'une forêt, quoi. Donc finalement, c'est de comprendre un peu cette gouvernance. On revient finalement à cette gouvernance que je vous parlais au début, mais une gouvernance locale, législative, historique et en pratique. Et finalement, pour utiliser le droit, mais surtout le droit souple, le droit adaptatif, quoi, le droit mou. C'est-à-dire finalement un droit qui n'est pas dur, qui est inscrit dans des textes, mais un droit qui finalement qui est comme une gouvernance locale, qui finalement établit des règles. Et des règles de fonctionnement comme des chartes, comme des trucs communautés, quoi. Donc ça, plus une gouvernance des données. Donc on parle souvent en science qu'on veut des données open. Nous, on est dans les trucs faire. Hein. Il faut que des données soient... On doit les trouver, elles doivent être accessibles, elles doivent pouvoir se relier, et puis elles doivent pouvoir en fait être réutilisées. C'est une sorte d'accès aux données, quoi. Alors, c'est pas open bar, hein, mais c'est une sorte d'accès aux données, c'est un peu la vision scientifique traditionnelle, quoi. Là, par contre, on a d'autres principes qu'il faut mettre, et c'est les problématiques care. C'est-à-dire que beaucoup de données, beaucoup de trucs sont locales. Donc, c'est comment redonner, finalement, le droit de propriété aux communautés locales. C'est-à-dire comment la faire reconnaître. C'est pas encore justement dans le droit dur, ni dans le droit mot, mais c'est vraiment un peu comme ça. Et ma dernière, c'est finalement, ça nous fait réfléchir énormément à l'éthique. L'éthique, finalement, comment cette éthique, hein, qu'avec cette vision aussi bien anthropocentrique qu'écocentrique, individuelle que communautaire, puisqu'on est vraiment, vraiment là, quoi. Comment finalement ça, il nous pose des questions en termes d'interdisciplinarité, mais finalement, il nous pose des questions en termes aussi, finalement, de valeurs et de responsabilité, c'est-à-dire une vision conséquentialiste de nos actions et de la science. Voilà, mais finalement, je pense qu'on peut agir et retourner finalement par la refondation, par des aspects très locaux, on peut avoir des actions très positives, à la fois sur la biodiversité et sur notre santé. Merci, c'était un peu long.